On va peut-être démarrer du coup, ça fera venir les retardataires. Donc, je suis Laurence Van Asten, je suis directrice des formations et de l'innovation du CNAM Pays de la Loire. Et je suis ravie d'ouvrir cette 4e conférence du cycle Le goût de l'avenir 2016. Alors, je voudrais d'abord remercier l'équipe de Patrick Giger qui nous accueille ici au lieu unique sur cette scène nationale nantaise, ce lieu artistique d'exception. Et puis, je voudrais remercier tout de suite nos partenaires sans qui ce cycle de conférences peut-être n'aurait pas lieu. Futurible, l'École des Mines, l'Éducation permanente de Nantes, Vent d'Ouest, Ping, le lieu unique, le Collège des transitions sociétales. Et puis je remercie nos soutiens aussi, la ville de Nantes et le conseil régional. C'est Xavier qui fait c'est bon. Je voudrais faire un clin d'œil évidemment à l'équipe de la diffusion de la culture scientifique et technique du CNAM, qui est pilotée par Xavier Noël, là, il se cache là-bas derrière. Et puis la responsable du projet du cycle de conférences, Sophie Barès, qui est aussi là-bas derrière, près de la porte. Je remercie Sarah Rosé et Céline Merlot pour leur appui, leur soutien. Bravo, ce cycle est vraiment magnifique. On ne fait pas ça le compte ce soir, mais je pense que c'est lié plus aux événements qu'autre chose, puisqu'on avait beaucoup d'inscrits. Donc bravo à l'équipe. Je vous remercie, vous, participants, de venir, d'être assidus. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous voir présents. Je reconnais des têtes au fur et à mesure du cycle de cette année, donc merci à vous tous. Le cycle de conférence Le goût de l'avenir, vous le savez, ça a pour objet de traiter de grandes questions de société qui sont complexes, avec une mise en perspective un petit peu atypique. C'est la raison pour laquelle on a une médiation à chaque conférence. Et donc ce soir, j'accueille Geoffroy Lefort, qui va réaliser une facilitation graphique en direct. Alors il disait tout à l'heure, si vous avez envie de venir dessiner pendant la conférence, vous avez le droit. Hein, je le dis pour ceux qui peuvent ou qui se sentent capables de venir dessiner. Moi, pas trop, mais en tout cas, voilà, vous pourrez... Donc cette facilitation graphique, normalement, elle nous permet de mieux nous approprier le propos du conférencier. Donc la dernière fois, on avait travaillé avec le théâtre, on avait travaillé avec la langue des signes, bref, c'est une vraie réussite sur ce cycle de conférences. On a choisi en 2016 de traiter le thème Apprendre demain. On a d'abord accueilli Daniel Innerarity et Serge Champeau sur le rapport entre le savoir et le pouvoir. On a accueilli Blandine Bril sur la relation apprenance et apprentissage. Puis Jacques Fradin sur le fonctionnement de notre cerveau dans nos systèmes d'apprentissage. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Guimas. Alors Vincent, je prends mes notes parce que je peux toujours faire une petite erreur. Vous êtes fondateur de la Nouvelle Fabrique en 2012 et cofondateur des Arts Codés 2015. Vous co-dirigez de 3 grands projets européens sur le programme Europe Créative. Et puis de mai 2012 à mai 2015, en collaboration avec le laboratoire LIS du CNAM, vous coordonnez la recherche intitulée Macroparamètres pour micro-industrie sur les enjeux sociaux et économiques de ces nouveaux ateliers participatifs Fab Lab, Makerspace, micro-usines, qui s'ouvrent en France et à l'étranger. Vous venez ce soir nous expliquer ce qu'apprendre par le faire, en quoi cela interroge nos systèmes d'apprentissage et plus globalement la métamorphose du travail. Alors cette conférence, elle est un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'elle sera relayée demain matin par un atelier en petit groupe qui va se situer chez Ping, vous savez, notre Fab Lab adoré nantais, qui se trouve à la plateforme C sur le quai des Antilles. C'est un petit atelier qui va permettre d'expérimenter ce qu'on va voir ce soir avec Vincent Guimas. Vincent sera avec nous aussi demain matin, donc si vous avez envie de participer à cet atelier, de vivre cette expérience, vous pouvez encore vous inscrire, il reste quelques places. Donc en sortant de la conférence, Sophie, qui sera là sur le petit ordinateur portable, pourra vous inscrire pour ceux qui le souhaitent. Un dernier mot pour dire que ces conférences sont filmées. Merci. Et elles sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez revisionner les précédentes si vous n'avez pas pu venir. Voilà, donc merci Vincent d'avoir fait le trajet jusqu'à Nantes, malgré les grèves, la pénurie d'essence, etc. Et je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une très très bonne conférence. Merci. Bon, je vais commencer debout. Merci pour l'invitation. C'était dit en introduction, mais je vais revenir dessus. Un petit préalable. Je ne suis pas ingénieur en pédagogie ni en formation. Je ne suis pas un formateur, donc je suis un amateur. Et je vais vous parler de l'apprentissage par le faire, un peu en creux. Alors, j'imagine qu'il y a quand même un intérêt
de m'inviter ce soir. Alors, le premier intérêt, c'est en effet ce qu'on a évoqué. J'ai coordonné une étude intitulée Macro-paramètres pour micro-industrie, le nouveau profil du designer producteur dans la ville, avec 4 axes de recherche. L'un qui était sur les nouveaux types d'organisation et les types de décisions qu'on pouvait prendre dans ce type de lieu-là, lieu, territoire et communauté, toujours dans ces espaces-là. La question de refaire travail et puis la question des objets ouverts et la fabrication flexible. Donc, durant 3 ans, nous avons étudié de 2012 à 2015, étudié au sein de mon projet, mais aussi sur d'autres projets, les dynamiques sur ces 4 grands thèmes. Ça a donné naissance, en tout cas, on a produit déjà un gros événement qui a lieu en mai 2014, qui a regroupé environ 100 amateurs professionnels qui tournaient autour du secteur et 400 participants. C'était au CNAM, le 14 et 15 mai 2014. Et puis un livre que je ne connaissais pas, mais qui en fait est arrivé, donc merci, je le découvre. Il s'appelle Politique du numérique et qui s'intéresse à tout ce qu'on a pu produire durant ces 3 ans. Il y a un autre document qui va être édité sur le mouvement maker, donc comme monde social, par Michel Lallemand, qui a fait l'âge du fer, je crois qu'il est à l'entrée, Marie-Christine Bureau et Isabelle Hoffman, voilà, qui retracent aussi tout ce milieu-là, plus spécifiquement sur leur axe, l'axe Ulysse, laboratoire du CNRS, sur ce monde social. Alors, premier préalable, alors moi je pense à la première chose. Deuxième chose, peut-être sur une forme de légitimité, peut-être un peu plus, c'est que je suis plutôt quelqu'un qui fait. Depuis 2009, même depuis 2005, je m'occupe d'une petite structure qui s'appelle Arsonga, qui est une structure qui a été montée par des IRCAMiens qui, en 1996, qui souhaitaient sortir de la grande institution de l'IRCAM et avoir un espace qui soit un espace atelier. On pouvait en même temps associer leur grande connaissance des mathématiques, des outils, de la computation et le milieu de la création. Donc dès 96, il y avait ce truc-là qui travaillait sur Paris, qui commençait à faire du langage objet, des systèmes d'interaction homme-machine. Moi, j'arrive en 2005 sur le projet et tout doucement, moi, je viens plutôt je suis juriste à la base. Un maker qui est amateur, mais je m'intéressais à la question des nouveaux types d'organisation et aussi des nouveaux types d'échanges. Donc on était dans fin des années 90, on parlait beaucoup des Creative Commons, l'open source, donc tout ça m'intéressait. Et quand j'ai repris le projet Arsonga, j'ai voulu mettre une dimension qui était, donc il y avait art et techno, mais aussi société. Donc c'est ce que j'ai impulsé en arrivant sur le projet. Voilà. Et donc là, la galerie était un atelier destiné à la rencontre des artistes de la création et de la technologie. Donc, une sorte de Fab Lab avant l'heure. Voilà. J'ai en 2011 décidé d'élargir un peu le champ. Alors, c'est vrai que j'ai la petite manette. Donc ça, c'est Arsonga. Parmi les projets proposés par... je peux me déplacer ? Ouais, bon. Parmi les projets, 2 exemples. L'un qui s'appelle Métronome, donc c'était la fabrication d'un véhicule autonome énergétiquement, donc, qui se déplaçait sur les voies non utilisées. Là, c'est la petite ceinture. Donc projet construit avec les habitants, avec toute la communauté qui tournait autour de cette petite ceinture-là, et qui avait pour vocation de vivre un peu la magie du lieu. Donc c'est un véhicule qui fonctionne à 5 à 7 km/h et qui permet comme ça de vivre des moments de convivialité. Le projet en bas s'appelle Nuage Vert, qui avait pour objet de re-questionner la question, poser la question de notre rapport aux nuages. Les nuages qu'on peut voir, et puis les nuages évidemment faits par l'homme. Donc on est évidemment sur des questions sociétales très fortes, et les lieux, donc cette association engageait donc des artistes à penser évidemment, mais à penser par le faire. Et ça va être le gros sujet en fait de ce soir, c'est le pouvoir de penser par le faire. Je ne vais pas directement parler d'apprentissage, mais à chaque fois, il y aura des fils qui vont être tirés comme ça sur comment, dans ces lieux-là, on transmet l'information, on la partage et on s'autonomise. Voilà. Alors, juste avant de commencer, je me suis dit apprentissage par le faire.
je ne pouvais pas venir les mains vides. Demain, il y aura un atelier pour ceux qui pourront venir. Donc, je vous ai apporté des choses. Donc, c'est un projet qu'on a fait avec des enfants qui a évolué. Ça s'appelle l'Arbadjet. C'est une arbalète à avion papier. Alors, je vais faire passer. Le but du jeu, c'est que pendant l'heure, parce que vous êtes des makers aussi, vous arriviez à le construire. C'est très simple. Vous avez 4 éléments en bois. Vous allez pouvoir détacher. Je vous le passe. Tenez. Vous allez essayer, vous avez le droit de le passer à votre voisin ou votre voisine. Vous avez un tourillon en bois et un plastique, voilà, un petit élastique. Et donc avec ça, vous allez faire une arbalète avion papier. Alors cette arbalète vous permettra évidemment, si à un moment donné vous vous ennuyez, de pouvoir me viser. Donc il n'y a pas de problème. Donc l'atelier avion papier peut se passer ici. Je vois qu'il y a un maker là-bas au fond, Monsieur Bélanger, s'il vous plaît, parce que il faut au moins un professionnel du making pour faire un avion en papier. S'il vous plaît, Monsieur Bélanger, déplacez-vous. Alors, on va vous faire passer par là. Par ici, tenez. Donc, voilà, on va continuer. Je vais perdre un peu de temps. Je vous donne juste le tourillon et l'élastique. Donc, faites pas trop de bruit quand même pendant que vous le fabriquez. Non, vous commencez à le faire, essayez de le faire. Hop là, voilà, le tourillon ici. Vous avez besoin de tourillon pour fabriquer, autrement, c'est pas possible. Bon, je reviens, voilà. Donc, donc voilà. Mis à part ça, donc je vais continuer. Donc, Arsonga, j'en étais Arsonga. Arsonga, à un moment, il se pose la question de se dire on va élargir le champ de nos préoccupations au monde du design, donc au monde de l'usage. Et en 2009, on développe un ensemble de projets, dont un projet qui s'appelle le Magasin Laboratoire, qui avait pour objet de réunir dans la galerie des concepteurs, des machines et un espace de vente des objets qui auraient été réalisés. La machine étant réalisée par les designers. Et à ce moment-là, j'ai croisé une agence qui s'appelle l'agence Studiolo, qui avait écrit un tout petit bouquin que j'avais adoré, qui s'appelle Super Minimum, donc qui posait la question de l'innovation frugale, comment est-ce qu'on arrive à développer des stratégies de fabrication et passer les intermédiaires. Donc, avoir notre propre machine, développer nos dessins et fabriquer nos objets et les vendre sur place. C'était un petit peu le projet. Donc c'est aussi une première intuition de ce que pouvait être le Fab Lab, la micro-usine dans la ville. On en a fait une version mobile, donc le MagLab mobile. Et déjà, le MagLab commençait tout doucement à s'appeler la nouvelle fabrique. On avait aussi donc, des ateliers d'électronique. Ensuite, arrive le projet Nouvelle Fabrique format SARL. Donc l'association ne disparaît pas. On monte une SARL pour une entreprise parce que le 104 nous demande d'expérimenter ce qu'on était en train de vendre, à savoir la micro-usine dans la ville. On voulait que le modèle économique fonctionne. Donc on s'est dit on va monter une entreprise sociale, mais sous format SARL. Et on s'est retrouvé au 104. Je ne sais pas si vous connaissez le lieu. C'est un énorme temple de la culture à Paris. Alors, c'est amusant parce qu'à l'époque, je lui disais oui, arrêtons les temples, la culture, en tout cas la création ou la fabrique de culture, c'est le quartier. Et c'est pas ces grands temples. Bon, il s'avère qu'on n'avait pas de lieu. Et on s'est retrouvé là-bas, ça s'est plutôt bien passé. Donc on nous a donné 60 mètres carrés, qui était une sorte de... C'était une boutique éphémère, ça vendait des vêtements. On leur a dit, nous, on va faire venir une machine de 2 tonnes qui fait 3,60 m par 2 mètres de large dans cet espace-là qui fait 60 mètres carrés et on va développer notre stratégie de développement d'entreprise au sein de Nouvelle Fabrique. Donc on a développé plein de choses, on a fait du service local, on a développé ce qu'on appelle des WikiHouse, le projet WikiHouse, j'en reparlerai après, qui est un projet de kit maison. Et puis, toujours pareil, nos services d'artisanat mobile. Et puis, en 2015, on a décidé de sortir de cette grande institution. On avait beaucoup de monde, beaucoup d'animations, et de monter une coopérative qui s'appelle les Arcodés. Donc là, on est 5 dans la coopérative. On a un espace beaucoup plus grand, qui est 1000 mètres carrés. Deux parmi les 5, on a des verriers, on a des souffleurs de verre, on a... des gens qui sont spécialisés sur l'impression 3D. Là, j'ai donné l'exemple de Magna Lucis, qui sont spécialisés sur la lumière. On fait l'œuvre de Laurent Grasso, qu'on peut voir sur le périph', qui est une œuvre interactive. Et puis, Inflexion, qui s'intéresse aux différents usages. Alors, c'est un long préambule, mais ça me semble intéressant de parler un petit peu de là où je viens. Et puis finalement, ce mouvement maker, vous allez voir, finalement, il y a
pas grand-chose de nouveau à l'Ouest. Ça reste des projets qui finalement se transforment et à un moment donné se retrouvent autour d'une bannière. Mais le milieu est très très large. Donc moi, mon parcours, c'est plutôt le monde de la création contemporaine, le monde de la recherche avec les IRCAMiens, et puis là, le projet qui est toujours considéré un peu comme un Fab Lab, à une entrée, c'est fabrication numérique, métier d'art. Voilà, point. Un long préambule. Donc je vais introduire mon intervention. Alors si j'interviens sur la question de l'apprentissage, aujourd'hui, et si on s'interroge là-dessus, c'est qu'on nous interroge sur la question du do-it-yourself, du fait soi-même, et évidemment du monde des makers. Alors ce monde-là, il apparaît dans les années 2000 avec un... Est-ce que je vais parler? Ouais. Donc ça c'est notre lieu, hein, intérieur-extérieur. Il apparaît dans les années 2000 avec entre autres une première figure tutélaire qui est Niels Gershenfeld, qui est un monsieur au MIT qui avait fait un cours qui expliquait en gros on pouvait fabriquer tout ce qu'on voulait à partir du moment où on avait les machines et qu'on pouvait être totalement autonome. Et il y a eu un engouement extraordinaire autour de ça. Des lieux ont commencé à s'emparer de cette énergie-là. En Europe, on a l'Institut de Catalonia, donc une école d'architecture qui est aujourd'hui qui est un petit peu le relais en Europe sur cet esprit-là. Et ça va lancer tout ce mouvement-là. Donc on va avoir des makerspaces, des Fab Labs, des ateliers ouverts, des micro-usines, enfin, tout ce que vous voulez, qui arrive à ce moment-là. Et ce qu'on peut dire, c'est que donc ces lieux-là augmentent de façon exponentielle pendant les années à partir de 2008-2009, hein, même un peu avant dans les pays anglo-saxons. En France, il y a une montée extraordinaire de ces mouvements-là, entre autres grâce à des relais comme tout ce qui était des ECM, les EPN et tous les relais de savoir, même comme les médiathèques, se sont intéressés à ça. Et on est aujourd'hui le deuxième pays où il y a le plus de Fab Labs. Voilà. En tout cas de lieux considérés comme Fab Labs. Ce qu'on peut dire, c'est que ce monde-là s'est construit à la confluence de deux choses. C'est construit donc à la confluence donc, d'une société industrielle, d'une critique de la société industrielle par le do-it-yourself, et puis une histoire plus récente, celle de l'essor de la micro-informatique et d'Internet. Deux autres éléments qui ont aussi poussé ce mouvement-là, c'est les événements. Donc on a aujourd'hui des grands messes du fer, hein. Vous avez la Maker Faire, donc c'est pareil, c'est une sorte d'énorme foire, donc c'est le concours Lépine. D'ailleurs, la dernière Maker Faire, grosse Maker Faire qui a été réalisée, il y en a un peu partout maintenant en France, mais à Paris, c'était Porte de Versailles durant la foire de Paris. Et puis d'autres événements tout aussi importants, des fois plus pertinents. Je pense à Summer Lab, par exemple, que vous avez ici, mais d'autres, des bidouille camp, un ensemble d'événements, aussi associés à des festivals, souvent, qui étaient aussi des festivals de musique électronique. Voilà, souvent, ces festivals-là, Scopitone, je pense qu'à Transmédial, on doit en avoir aussi, enfin les Transmusicales de Rennes. Voilà, on a différents événements comme ça qui aussi ont popularisé ce mouvement-là. Et puis une dernière chose, les médias. En 2010, on a un rapport du département américain, un rapport fait pour le département américain qui s'appelait Factory at Home, Emergency of Personal Fabrication. Voilà, avec mon meilleur anglais, qui étaient des préconisations sur ce mouvement du make dans le monde de l'éducation. Mettre en place des structures pouvant accueillir ces labs au sein des différents réseaux d'éducation. Voilà, un ensemble de préconisations, je crois qu'il y avait 28 préconisations liées à ça. Et puis on a Harvard Review qui a fait un ensemble de récits autour du monde des makers, l'impression 3D, jusqu'à The Economist qui avait écrit Troisième révolution industrielle. Donc c'était beaucoup centré sur la question de l'impression 3D. Voilà. Donc j'ai fait le tour en gros, le monde des makers, le do-it-yourself. Maintenant je vais essayer de vous parler donc de ce sujet-là à travers un exposé divisé en 3 parties, puisque il me semble-t-il c'était important
de se dire mais d'où vient finalement ce besoin qu'on a de faire nous-mêmes alors qu'il y a plein de magasins qui nous proposent déjà d'objets tout faits. Ça, c'est une première chose. Donc, on va faire une plongée dans l'histoire du mouvement maker. Alors, il y a plein d'éléments, mais je crois que j'ai choisi 6 exemples. Ensuite, donc, première partie s'appelle Retour vers le futur de la main. Deuxième partie s'appelle La main en réseau. Donc, je vais essayer de vous développer ce qu'est ce monde-là, avec donc, ces lieux, les gens qui y sont. Je vais peut-être insister sur la figure de l'amateur, parce qu'on a parlé à un moment du sacre de l'amateur, qui aujourd'hui ordonne pas mal de choses dans le milieu, et Internet a permis à l'amateur de devenir une figure très importante du développement de ce mouvement-là. Et puis une autre figure qui est un autre motif qui est celui de l'artisan, donc l'idéal de l'artisan, donc popularisé par des gens qui ont écrit donc des livres. À l'entrée, vous avez L'éloge du carburateur, Richard Sennett, les hipsters que vous pouvez croiser, un vélo, un fixie, tout ça, c'est l'art de l'artisan, c'est faire soi-même. On essaiera de comprendre peut-être qu'il y a aussi dans ce motif de l'artisan quelque chose qu'on recherche tous. Donc j'essaie de faire une sorte de psychologie. Je me suis intéressé à des études qui avaient été faites sur ce que produisait l'action de faire sur ce moment un peu particulier où on cherche à se ressourcer. Voilà, et évidemment j'évoquerai la question du travail et de cette métamorphose du travail. Je ne suis pas un grand spécialiste du travail, mais je vois à quel point ce sont des choses sur lesquelles justement, nous sommes nous-mêmes en travail dans nos lieux. Et enfin, je vais essayer de tirer des fils de l'apprentissage à partir d'études de cas que j'ai piochées comme ça, soit dans nos expériences, soit dans l'expérience que j'ai pu observer. Vous connaissez Nicolas Huchet ? Ah, une main se lève au fond, c'est très bien. Donc voilà, et on parlera de ce monsieur-là, donc qui est pas quelqu'un du coin, mais qui est un Breton et qui a fait beaucoup parler de lui à un moment donné. Et puis voilà. Alors je vais commencer par. J'ai l'impression que je perds un peu de temps. Donc par ce petit retour historique. Alors le mouvement maker doit énormément à ses anciens. Et quand je dis anciens, ça va très très loin, puisque finalement on se rend compte que ce mouvement-là, do it yourself, est né avec l'industrie. Évidemment, est né en opposition, ou en tout cas en contrepoint de l'industrie, de l'ordre industriel et puis de la culture d'entreprise. Alors ce retour-là va nous permettre de mettre en évidence des référents, des figures, des expériences, d'observer donc en creux des modes d'apprentissage. Donc je ne vous promets pas je serai incapable de vous dire comment les gens transmettaient, mais on va pouvoir voir déjà comment les gens s'organisaient. Ça donnera des éléments qui nous permettront de comprendre le mouvement aujourd'hui. Et puis voilà. Donc on va commencer par les shakers. Alors les shakers, moi, c'est des gens que j'aime bien. Shakers, on est où ? On est loin. On est au milieu du XVIIIe siècle. C'est une communauté religieuse. Alors les shakers, ça naît le nom vient de millénaristes cévenols qui, au milieu du XVIIIe siècle, c'était je pense des gens qui ces millénaristes en fait avaient un culte pour l'apocalypse et donc faisaient des transes et tremblaient, et donc ça s'appelait shakers. Et l'univers, alors je ne serais pas capable de vous dire, je pense que le rapport entre le mouvement qui s'est monté, les shakers, qui sont nés en Angleterre avec Anne Lee, donc qui était une jeune personne qui travaillait dans les premières usines à Manchester, c'est qu'ils se sont retrouvés autour de ce sentiment très fort de le travail comme outil de transformation et puis de vie de cette vie spirituelle qui était celle des millénaristes cévenols. C'est pas très clair ce que je vous raconte, mais en tout cas, ça s'appelait Shakers. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que eux,
Leur principe, c'est de se dire on est les premiers à subir les effets de l'industrialisation, on vit très mal, on est quasi esclaves, eh bien on décide de créer des communautés. Et ces communautés-là avaient comme point commun d'essayer de faire de belles choses, et le beau, c'était l'usage. Et on va avoir des gens qui... alors déjà, ça se passe très mal en Angleterre, ce qui fait qu'ils partent tous en bateau, ils sont 9, ça c'est l'histoire que j'ai lue, ils sont 9, ils arrivent à New York, et ils vont se développer, et en moins d'un siècle, ils vont être environ 20 000. Et leur spécificité, c'est que l'objet doit être beau, et avoir un usage. Ils ont un très très fort sens du faire commun, donc ils partagent énormément de choses. Ils travaillent sur un mode non compétitif. Et puis, ce qui me semble intéressant, c'est qu'ils ont un très fort sens de l'innovation. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer leurs meubles, ils vont fabriquer leurs chaises, mais ils vont fabriquer aussi les outils dont ils ont besoin. Et ils ont inventé, entre autres, évidemment, la pince à linge, hein, mais pas uniquement, aussi la scie circulaire et le rocking chair. Première chose, donc ce qu'on peut retenir de ce mouvement-là, c'est que pas de compétition sans innovation et un principe de propriété commune. On va passer à un autre mouvement qui est un mouvement très connu. Je pense que vous le connaissez, c'est le mouvement Art and Craft. Alors le mouvement Art and Craft arrive, lui, s'oppose pas directement au début de l'industrialisation, c'est une opposition déjà à des premiers modes de consommation. Donc on imagine, on est en 1850 environ, Londres, il y a bientôt l'exposition universelle, c'est le Crystal Palace, la fée électricité arrive, Londres est noirissime, une sorte d'énorme nuage, et donc les gens sont très heureux parce qu'on commence à consommer du mobilier très bon marché, avec une forte tendance orientaliste, et donc les gens, c'est une époque, l'époque victorienne, les mœurs changent, les villes s'agrandissent. On commence les progrès de l'industrie métallurgique commencent à initier des premiers mouvements de délocalisation de production. Et à ce moment-là, un mouvement, deux personnages apparaissent. Alors pareil, on a besoin de parler de personnages, mais c'est vraiment John Ruskin et William Morris qui se disent c'est pas possible que les gens travaillent comme ça, c'est pas possible qu'on satisfasse de mobilier très bon marché, c'est pas possible qu'on ait des grands patrons et comme ça, et des gens qui soient obligés de travailler 60 heures par semaine. On crée le mouvement Art and Craft. Donc on va dire que John Ruskin, c'est plutôt celui qui initie la pensée. John Ruskin, c'est un poète, c'est un fils de négociant en vin, c'est quelqu'un qui voyage, qui dessine. Il n'est pas très bon en commerce, donc il a essayé 2-3 communautés comme ça n'a pas marché, et c'est plutôt William Morris qui va lancer réellement ce mouvement-là et tenter donc de développer un ensemble de communautés. Donc le constat qu'eux font à ce moment-là, c'est qu'il y a une perte de confiance dans les intermédiaires, donc dans les industries. On estime que le travail est mal fait. Ils dénoncent aussi l'empreinte écologique à ce moment-là, à travers différents récits. Et puis, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, aussi l'idéologie du travail sous-tendue par l'industrialisation, donc c'est ce travail quasi esclavagiste. Donc les solutions qui sont proposées par Morris, elles sont les suivantes. C'est la réhabilitation de l'artisanat contre le règne de la machine. C'est produire moins mais mieux, un retour à l'authenticité et retrouver un objet vrai. Débarrasser des patrons. Donc là, déjà, on se dit, c'est marrant parce que quand on parle du mouvement maker, peut-être aujourd'hui, il y a déjà des éléments qui nous disent, tiens, c'est marrant parce que la question de l'horizontalité, plus de patron, plus de col bleu, plus de col blanc, ce qu'on peut retrouver dans nos lieux, à savoir, on va avoir un ingénieur, un bricolo, quelqu'un qui est un total amateur, se retrouve dans nos lieux. La question aussi de l'empreinte écologique, c'est des choses que, évidemment, on se pose aujourd'hui, mais on s'est posé déjà à l'époque. Et puis la question de la machine. Alors là, sur la question de la machine, on verra, le mouvement maker est très particulier par rapport à tous les mouvements que je suis en train de vous énoncer. Voilà. Bon, il s'avère que le mouvement Art and Craft n'a pas révolutionné l'industrie à ce moment-là, puisque les gens ont préféré s'acheter du mobilier bon marché plutôt que des choses de bonne facture. Je vais passer maintenant à un autre mouvement. Je vais arriver en France. Qui connaît le mouvement des castors? Voilà, les castors. Donc vous avez, j'imagine, fabriqué. Vous en êtes inspiré, non? Vous avez essayé de
fabriquer. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Georges Knapp, qui est le monsieur Georges Knapp, c'est quelque chose aussi, Georges Knapp. C'est monsieur 80 métiers. Alors pareil, c'est un monsieur que j'aime bien, je ne vous ai pas mis en photo parce qu'il est assez rigolo. Vous ne connaissez pas les points de tension Knapp, en fait. Voilà, il avait inventé aussi des massages, il a inventé des voitures électriques, des motos électriques, il a inventé énormément de choses. Même des façons de rajeunir. Voilà. Mais cela dit, c'est quelqu'un d'assez sérieux, il a fait des choses plutôt assez rigolotes. Et entre autres, celui-ci s'intéressait à différents des modèles d'organisation alternatifs. Et on est dans les années 50, donc la société de consommation commence à se développer, mais ça laisse quelques personnes un peu sur le côté, et des gens n'ont pas les moyens de se fabriquer leur maison. Donc lui propose un principe que je trouve assez intéressant, qui est l'apport-travail. C'est-à-dire que donc, ces associations, donc l'apport travail, c'est en 1921 qu'ils proposent ça au départ, et c'est dans les années 50 que ça se popularise. Ils proposent donc ce principe-là, c'est vous donnez, vous n'avez pas d'argent, ben vous allez donner du temps, et on vous donne les moyens de fabriquer votre maison. Vous allez la fabriquer, donc on vous achetez les matériaux, et en échange de ces matériaux-là, ben vous allez nous devoir 650 heures de travail que vous allez après nous restituer lorsqu'on en aura besoin. Donc se créent des communautés d'apprentissage de pair à pair, d'échange, de mise en commun d'outils sur ce système-là. Alors ce qui est amusant, c'est d'imaginer qu'à l'époque, dans les 50, donc on devait travailler sur son temps libre pour pouvoir rembourser sa maison. Donc déjà, une semaine de travail, c'est 50 heures. Donc en gros, on remboursait sa maison au bout de 5 ans. Donc c'est-à-dire que pendant 5 ans, la personne ne s'arrêtait jamais de travailler. Donc ça n'a pas fait que des heureux dans ces communautés, mais elles ont existé. Et ce qui est intéressant aussi, alors ce que je ne sais pas, ou je ne me rappelle plus, ce que je ne sais plus, je ne sais pas, j'ai dû le lire, mais Georges Knapp proposait aussi des modèles de maisons. Donc vous aviez des modèles que vous pouviez récupérer. Il y avait le modèle Goliath, je crois, une maison avec 4 chambres, un petit jardin. Voilà. Ce qui est intéressant donc, à de retenir, c'est une communauté d'intérêt. Donc faire ma maison, ça va être mise en commun d'outils. Et la création d'outils qui ne soient pas des outils, qui ne soient pas des échanges monétaires. Et cette forte envie d'agir ici et maintenant, qui fait le cœur du projet des castors. Voilà pour les castors. Je vais passer à un autre élément, donc le design social. Vous connaissez ce monsieur peut-être? Qui connaît ce monsieur? Voilà. Donc il n'y a pas de designer ici, je crois. C'est Enzo Mari. Donc on est dans les années 70. Donc là, alors là, il n'y a pas de problème. Le pétrole coule à flot. Il y a de l'essence partout, dans toutes les stations. Mais il y a deux générations qui vont s'affronter. Il y a la génération qui est pas la génération des années 70, donc cette jeune génération qui arrive, qui est l'autre, qui se dit moi j'ai vraiment envie de consommer, temps de paix, on consomme, c'est parfait. Et puis il y a l'autre génération qui arrive, qui dit non, moi c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est la liberté. Et donc Enzo Mari, qui est ce monsieur-là, et puis un autre personnage qui est Victor Papanek, définissent des modalités du design. Donc le design, c'est plus des grands maîtres qui vont vous dire voilà ce qui est le beau et ce qui n'est pas le beau. Le design, c'est construire ici les possibles pratiques pour tout à chacun. Voilà. Donc Victor Papanek, lui, va essayer de définir à travers un livre qui s'appelle Design pour un monde du réel en 72. Il va essayer de définir des protocoles pour définir si un objet est utile ou non. Est-ce qu'on a besoin de le faire ou pas? Alors, on ne va pas le faire si on n'en a pas besoin, s'il n'est pas utile socialement. Et puis, définir aussi les règles de responsabilité du designer. Ce que je vais réaliser va avoir une incidence et il faut que j'en sois responsable. Alors c'est intéressant parce que c'est les premiers à lancer ce mouvement-là où le design n'est plus une dessin d'objets, mais réellement une inscription dans des problématiques sociales et écologiques. Il propose un ensemble de plans que les gens peuvent utiliser. Donc ça, c'est Victor Papanek. À peu près en même temps, on a Enzo Mari qui, lui, va en 1974 proposer une exposition dont mon meilleur italien c'est Proposta per una autoprogettazione, donc qui est se dire je vais proposer des plans
donc un catalogue de plans pour fabriquer son intérieur à partir de matériaux très peu chers, donc des tasseaux, des contreplaqués, et je vais pouvoir tout faire chez moi. Et je vais proposer aux gens de les faire, mais aussi de prendre des photos et de me proposer des améliorations à mes plans. Et ces améliorations, je les ai intégrées à mon projet. Et donc on a déjà une proposition intéressante qui est celle qu'on va retrouver avec Internet, qui est comment on augmente, comment la communauté peut augmenter le savoir et proposer donc des améliorations. Donc rapport direct avec le créateur. Une reprise en charge, donc renouer avec l'autonomie, donc une reprise en charge, voilà, retour à l'autonomie. Et puis, ce que proposait aussi Enzo Mari, c'était, ce que je trouve assez juste, hein, c'est comment est-ce qu'on arrive, par la fabrication, à comprendre la pensée qui se cache derrière l'objet. Et dès qu'on commence à faire, c'est vrai, vous achetez une table, ça c'est une table qui vient, je vois à peu près d'où ça vient, ça coûte 5 € à peu près. Bon, d'une part, on a du mal à s'en emparer, mais elle est très pratique. Hein. Mais fabriquer nous rassure et nous permet de reprendre confiance et de commencer à essayer de lire autre chose que l'objet. Et bon, je l'explique pas forcément très bien, mais il y a ce que propose, en tout cas la lecture que peut en avoir Enzo Mari à ce moment-là, me semble assez juste. Donc, comprendre la pensée qui se cache derrière les objets. Voilà. Donc, sur cette dernière partie-là, ce que moi j'avais noté, donc j'essaie à chaque fois de resynthétiser, c'est la question comment le consommateur doit pouvoir agir sur son environnement, comprendre la pensée qui se cache derrière les objets, ce rapport entre consommateur et acteur, et évidemment essayer de couper les intermédiaires, donc les revendeurs. Pour la petite histoire, il s'avère qu'aujourd'hui, les objets d'Enzo Mari se vendent à un prix d'or, ce que lui-même a réalisé. Donc voilà, c'est assez cocasse de voir ça, mais vous pouvez réaliser, c'est très facile à faire. Je vais passer à un autre mouvement, deux autres mouvements qui, eux, vont après nous permettre de passer dans l'autre partie de mon exposé. Alors, le premier mouvement, c'est le mouvement hippie. Alors, je ne vais pas vous faire une synthèse du mouvement hippie, mais vous connaissez ce livre là-haut ? Non, vous connaissez. Ouais, si, il y a un monsieur là-bas qui connaît ce livre. Donc, c'est un livre, The World Hearst Catalog. Alors, ce catalogue-là, je l'ai jamais eu entre les mains, mais c'était une proposition de Stewart Brand qui s'est dit il faut qu'on soit autonome. Alors, pareil, c'est cette notion d'autonomie. Il faut absolument qu'on soit autonome. On doit absolument s'emparer du faire pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir penser, donc le pouvoir de penser par le faire, donc lui est complètement là-dedans, et on va faire un catalogue. Donc on va construire un ensemble d'articles sur où acheter quoi, les matériaux, comment faire les objets, comment faire les machines, comment être autonome. Et de la même façon, proposer aux gens de faire des retours d'expérience et d'augmenter ce catalogue-là, qui était de quelques centaines de pages, est arrivé à 500 pages pour ces dernières éditions. Évidemment, toujours le souci de se séparer du superflu et d'aller au naturel. Donc on est là sur l'idolâtrie du naturel, on court un peu tout nu partout. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça porte déjà les germes de ce que va être le mouvement, enfin pas le mouvement, ou en tout cas toute l'économie, enfin toutes les valeurs sous-tendues par l'économie numérique, hein. C'est l'idée de grande communauté. On repense l'organisation par réseau. On évite la verticalité, tout est hyper horizontal. Beaucoup des éléments naissent à ce moment-là, pas forcément uniquement dans le livre, mais le livre, en tout cas, a un exemple intéressant. Donc voilà, donc ça c'était sur le mouvement hippie. Et enfin le mouvement hacker. Alors le mouvement hacker, vous imaginez ce que c'est. Le mouvement hacker né avec le World Wide Web en 93. C'est l'idée évidemment que hacker, toujours dans cette idée de comprendre, c'est détourner. Alors si pour les hippies, c'était comprendre, c'est fabriquer, c'est pouvoir faire, c'est pouvoir ouvrir, parce que je trouve intéressant d'ailleurs, je reviens juste sur the World of Catalog, c'est que on ne peut être propriétaire de l'objet que si on est en capacité de l'ouvrir.
Donc évidemment, où tout le monde a un téléphone un téléphone, c'est totalement impossible d'ouvrir certains téléphones. Voilà, et c'est intéressant de voir de quoi on est vraiment propriétaire avec la technologie. Donc si je reviens sur les hackers, donc c'est comprendre par le détournement. Donc on va avoir un ensemble de personnages qui vont apparaître, dont le hacker, le cracker. Donc le hacker, il y a des gentils, il y a des méchants. Les méchants, évidemment, ils vont essayer de prendre un peu d'argent. Les gentils, ils vont essayer de développer de l'open source. Et je pense que c'est vraiment des gentils puisqu'ils offrent vraiment du cœur et des objets utiles à cette philosophie-là. On a les crackers qui sont plutôt des gens qui vont se dire moi j'ai pas forcément envie de payer mon catalogue musical, je vais l'ouvrir et puis je vais l'utiliser et puis l'offrir à 2-3 personnes autour de moi. Voilà. Et tout ce monde-là va évidemment être le terrain très favorable à la construction de ce mouvement hacker, puisqu'on va passer de l'open source, donc développement logiciel, et avec toutes ces valeurs, à l'open hardware. Et là, on rentre dans le monde du physique avec le monde des makers, donc qui est prêt à se développer. Donc on est à peu près dans les années 2000. Peut-être qu'on peut faire un tour du côté du mur de droite. Et je ne sais pas, je vous crois, est-ce que tu as des choses à nous... peut-être pas à nous dire, peut-être est-ce qu'on a des choses à regarder. En effet, une micro-usine dans la ville, le pouvoir de penser par le faire. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Le do-it-yourself. Juste pour reprendre donc cette première partie-là, je suis désolé si je ne suis pas tout le temps très clair. C'est un essai pour moi de parler pendant 1 heure. Mais ça me paraît très important en fait, de revenir là-dessus parce qu'on se rend compte que finalement, il y a une histoire pour tout et ce mouvement-là n'est pas avec les Fab Labs, très clairement. J'étais avec Julien il y a quelques années à une conférence et puis il me dit Vincent, tu as regardé, tu connais System D? Je fais ouais, je connais System D. Il me dit regarde un petit peu quelle est la charte de System D. Et évidemment, quand on regarde la chaîne de System D dans les années 60, c'est étrangement la même que celle que vous voyez dans les Fab Labs. Bon, mis à part une chose en effet qui est très importante, qui est la question du numérique. Et on va en parler, l'ère du numérique va changer quelque chose. Mais ce principe-là du do-it-yourself et cette mise en action, en opposition avec, on va dire, l'ordre industriel et la culture de l'entreprise, elle date depuis au moins 200 ans, depuis les shakers. Voilà, donc ma deuxième partie, les shakers. Alors, est-ce que je fais une petite pause? Je vais prendre un petit verre d'eau. Vous n'avez pas de questions, non, pour l'instant? Est-ce que vous avez... Où sont les arbalètes, les arbadjets? Personne n'a réussi à les faire. Est-ce que quelqu'un a réussi à faire l'arbadjet? Personne n'a réussi à... Presque... Ouais. Je vais quand même aller voir, parce que... Je vais quand même aller voir, ça m'intéresse. Où est l'arbadjet? Ah bah vous avez réussi à casser le plastique, super. Oh là là. Je vais la prendre en photo quand même pour les enfants parce que ça va leur faire plaisir de voir ça. L'arbadjet. J'ai cru à un moment que c'était bon, mais c'est pas bon du tout. Et le tourillon, vous l'avez trouvé? Oui, vous avez perdu le tourillon. Alors celle-ci, elle est morte, on va en trouver. Mais elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Ok, donc arbadjet numéro 1. D'accord. Bon, alors. Maintenant, nous allons passer. Nous allons passer. Ah oui, la bouteille. Je vais boire un petit verre d'eau quand même, avant de reprendre. Ok. Alors, de quoi allons-nous parler maintenant? Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quoi? Le vif du sujet, c'est déjà une première partie, ces espaces, les makerspace, les Fab Labs, les labs 2.3, 2.4, les WoLab. Donc WoLab, c'est celui de Lomé, qui est un endroit assez... Donc, je crois que ça veut dire la rue, donc c'est le lab de la rue. Qui a développé pas mal de choses intéressantes. Et puis un petit atelier dans les parages que vous devez connaître qui s'appelle Plateforme C, qui a été lancé il y a quelques années.
Voilà, donc ces lieux-là, qu'est-ce que je pourrais en dire Ce que je peux en dire, c'est qu'on a une communauté de gens qui se retrouvent. Alors, évidemment, je vais vous reparler de choses dont vous avez entendu parler durant la première partie. Une communauté d'acteurs qui se retrouvent autour de ces lieux-là, qui ont des profils totalement différents les uns des autres. Vous allez avoir des ingénieurs, des artistes, des designers, des mères de famille, des enfants, un peu tout le monde. Ce petit écosystème-là va développer sur un territoire, donc à savoir quand même que, me semble-t-il, il y a à chaque fois une spécificité liée à un territoire en termes de développement. Même si vous allez retrouver plus ou moins les mêmes outils, finalement, ce n'est pas les mêmes outils, c'est vous allez retrouver des outils. Quand je dis les mêmes outils, je parle peut-être des outils à commande numérique ou des outils numérisés, puisque c'est peut-être ça qui est le moins habituel dans un atelier. Vous allez avoir une spécificité d'activité sur un territoire. Donc voilà, donc parmi les outils, si on reprend, on va faire une liste. Vous avez des coupes laser, vous voyez un petit peu ce que c'est peut-être, des coupes laser, des plotters, des coupes vinyles. Vous allez avoir quelquefois une machine qui est très intéressante, qui est le centre d'usinage, hein. Donc ça vous permet de couper la petite l'arbalète avion papier a été découpée avec une petite fraiseuse. C'est la fraiseuse de 2 tonnes, mais ça peut se faire avec une plus petite fraiseuse. Vous allez avoir, dans certains labs, commence à avoir des bras robotisés. Ça, c'est peut-être un des outils les plus amusants, alors qui est très compliqué à utiliser parce que ça demande à avoir des outils de calcul qui sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on trouve sur nos ordinateurs et qui sont surtout beaucoup plus difficiles à manipuler. Et puis, toute une quincaillerie autour de l'électronique comme les cartes de contrôle, Arduino. Vous connaissez Arduino, vous voyez, c'est aujourd'hui où vous pouvez fabriquer des outils, enfin pas fabriquer, vous pouvez utiliser des petites cartes de contrôle qui vont vous permettre de piloter des choses. Donc c'est une petite carte, j'en ai pas mis en image, dans lequel vous allez pouvoir mettre des inputs. Donc en gros, il fait 23 degrés là. Quand il fait chaud à partir de 23, on va commencer à mettre la ventilation. Donc avec une petite carte de contrôle, vous allez mettre un tout petit programme qui n'est pas très compliqué. Qui n'est pas très compliqué par rapport à ce que pouvait être le code il y a encore quelques années. Et avec votre petit capteur de chaleur, vous allez le mettre dans l'input, et dans l'output, vous allez aller actionner le ventilateur. Et bien aujourd'hui, ce type de petit composant est accessible pour tout le monde. Et l'information aussi pour l'utiliser est accessible pour tout le monde, à moindre coût. Voilà. Je voulais revenir sur... donc ça, c'est sur l'outillage. Sur aussi le terreau spécifique à la France, je l'ai évoqué au tout début, on a une chance ici, c'est qu'on a eu tout ce mouvement-là des EPN, des ECM dans les années, je crois que c'est les années fin 80. Comment ? Ah, espace culture multimédia, EPN c'est point multimédia avec un truc avant, éducation, point multimédia, c'est quelque chose qui arrive, une sorte de surcouche, attention à ce que je dis, mais une sorte de surcouche à ce qu'est tout le mouvement d'éducation populaire. Voilà, je pense qu'on a une force, c'est tout ce réseau-là des fédérations des œuvres laïques, où on avait déjà cette culture-là de l'enseignement, du pair à pair, où on va avoir des espaces où on va pouvoir enseigner. Et bon, on retrouve ça dans d'autres pays, mais on a un vrai réseau assez intéressant et qui a su accueillir assez naturellement ce qu'étaient ces espaces culture multimédia, où on apprenait Internet, à faire du Word, à faire ce que vous voulez. Et ils ont accueilli assez naturellement ces Fab Labs. Voilà, mais pas uniquement dans ces lieux-là, puisque vous allez en retrouver dans les entreprises aujourd'hui, vous allez en retrouver dans d'autres endroits. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis, oui, peut-être 3 éléments qui structurent, mais qui vont organiser l'autorité dans ces lieux-là, qui sont très horizontaux. Ça va être, première chose, ça va être le mérite. Le mérite, c'est-à-dire le mérite, la capacité à venir travailler régulièrement, à être très présent. Ça va être l'implication. Et puis ça va être aussi, je pense, la transparence. Votre capacité à tracer, à être transparent sur les objets qu'on peut réaliser. Donc c'est un petit peu les éléments qu'on retrouve régulièrement dans ces lieux-là.
Alors je vais commencer, enfin non, c'était donc les makers. Je vais vous parler. Donc là, oui, voilà. Donc c'est peut-être l'image la moins intéressante, mais je voulais essayer de vous assommer avec les chiffres. Donc ça, c'est en France en 2015. Je l'ai pris hier, hein, sans les slides. J'ai envie de parler donc la question du pouvoir de l'amateur, donc le pouvoir des foules. On est avec l'arrivée d'Internet, arrivé à un moment donné où un peu historique, où il y a une sorte de capacité phénoménale de l'individu à venir peser sur un ensemble de choses. Donc, avant qu'on vous achetiez, vous étiez consommateur, acteur, prescripteur, et aujourd'hui, il y a ce poids-là justement de la prescription qui est très très fort. Et donc cette force-là amène à un bouleversement majeur en termes d'apprentissage dans ces lieux-là. C'est-à-dire ce que pouvait être the Whole Earth of Catalog, à savoir donc des petites initiatives locales, d'un coup s'activent au niveau du monde. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont rentrer naturellement en résidence par communauté. Vous allez avoir 30 000 personnes qui vont suivre le même cours qui a été fait dans un lab, avec des implications locales, avec une connaissance distribuée sur des délais définis pendant 4-5 mois. Vous allez avoir une capacité comme ça à augmenter aussi le savoir à travers le réseau. Et ça change vraiment la donne par rapport à ce qu'on avait pu connaître avant. Donc ouais, bouleversement de la façon de consommer, de s'informer, de communiquer. J'évoquais donc la transformation de ce qui était dans l'esprit de World of Catalog en une capacité à transformer à l'échelle 1, enfin pas à l'échelle 1, mais à l'échelle du monde, certains éléments. Voilà, donc certains ont parlé, et j'évoquais donc je vous évoque Patrice Ficci, qui avait parlé du sacre de l'amateur en 2010. Donc ce que ça révèle, cette culture du web, c'est donc une émergence d'un Internet participatif, ouvert, libre, une réinvention du rapport au travail, à la promotion, à la consommation, et puis donc cette hyper-horizontalité qui arrive. Un élément quand même qui va être le terrain commun à tout le monde, c'est justement faire commun. Donc quel que soit le projet qui va être initié, qui va être développé, qui va s'animer, il y a ce souci-là de faire commun. Alors des fois, ça va être faire commun parce que politiquement, faire commun et mettre à disposition du savoir, des connaissances. Et puis des fois, c'est faire commun. Et puis après, plus vraiment faire commun. Et se dire, j'ai suffisamment fait commun, puis je fais une entreprise qui va utiliser cette communauté-là. Donc, dans le premier cas, vous allez avoir, Wikipédia, vous allez avoir un ensemble de projets, même des fois plus locaux, où on va essayer de faire commun, de s'ouvrir et s'appuyer sur la masse pour pouvoir développer des projets. Et puis, d'autres projets qui étaient communs et qui l'ont plus trop été après. Vous allez avoir des projets comme, vous connaissez peut-être le projet de machine, donc, projet de machine d'impression 3D qui s'appelle MakerBot. Donc c'était une communauté qui a développé une machine imprimante 3D où tout le monde était amené à contribuer. Donc les fichiers étaient ouverts, les programmes étaient ouverts. Et puis à un moment donné, il y en a qui ont dit stop, moi j'arrête, je ferme tout, je développe l'objet pour qu'il soit commercialisable et voilà. Donc ça, à l'époque, il y a quelques années, ça a évidemment secoué pas mal de monde. Mais voilà, il y a d'autres exemples dans ce domaine-là. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une frontière assez poreuse entre différents milieux, de gens qui ont fait commun, puis après pas plus forcément. Je pense que dans la Silicon Valley, vous trouverez beaucoup de gens qui ont, à mon avis, le livre The Whole of Earth Catalog entre les mains. Voilà. Je vais vous donner des exemples de projets, de plateformes qui mettent en commun la question du savoir. Alors j'en ai plein, il y a WikiHouse, OpenDesk. Demain, je vous présenterai OpenDesk durant l'atelier.
qui est la mise en partage, déjà la mise en réseau de différentes communautés, une communauté de designers, communauté de makers, et on met en partage des fichiers. Mais là, vous avez au-dessus WikiHouse. Donc WikiHouse, c'est un ensemble tout du monde d'architectes qui vont créer des briques de conception pour fabriquer une maison. Donc vous allez, à partir de systèmes d'assemblage, à partir donc de tout ce qui a déjà été initié, proposer pour vous, moi j'ai envie de proposer un home cinéma que je vais pouvoir ajouter au catalogue pour pouvoir construire une maison. Donc les gens après peuvent venir télécharger des fichiers pour construire leur maison. Donc nous on avait fait quoi? On avait fait pour un événement, on avait construit une sorte de mini-théâtre suivant les plans WikiHouse. Voilà. Et deuxième projet qui est Instructables, donc le principe, c'est la notice. C'est-à-dire que les gens vont déposer plein de notices de projets, donc des choses intéressantes, d'autres plus originales. Et vous avez un ensemble, un nombre mais complètement fou de gens qui viennent juste par souci justement de montrer qu'ils sont en capacité de faire, venir démontrer par ces fiches-là sur le site. Et c'est très très bien documenté, donc je vous engage vivement à le faire, c'est en anglais. Mais vous avez une somme de projets qui sont proposés qui est totalement phénoménal. Un autre projet que je ne présente pas là en image, mais qui s'appelle Quirky. Quirky, c'est de la R&D en ligne. Donc vous avez une idée, vous dites c'est génial, moi mon idée c'est peut-être si j'avais une petite manette qui me permettait de faire circuler ça, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas non plus un fabricant, mais mon idée je sens qu'elle est bonne. Donc je m'inscris sur Quirky, je paye, à l'époque c'était $100, et je vais avoir un premier cercle, une communauté d'ingénieurs qui vont venir m'aider. Premièrement, il y a des gens qui vont me dire est-ce que mon idée est bonne ou pas, mais généralement la plupart des gens ils disent elle est bonne ton idée, teste-la, vas-y, envoie. Et donc je vais avoir des gens qui vont être là, qui vont alimenter mon projet, alimenter, et je vais le développer avec cette communauté-là, d'ingénieurs, de gens qui sont donc dans le premier cercle de Quirky. Et après, on va avoir des gens qui sont des marchands, ou en tout cas des gens, ou des fabricants, qui vont dire ah, tiens, ton idée elle est pas mal, moi je vais te l'acheter et on va en faire 5000 unités. Et je vais pouvoir négocier le prix de mon invention. Alors évidemment, souvent quand on vient de déposer, on dit oh, c'est génial, il y a un grand compte qui s'intéresse à mon invention, et généralement c'est le projet est plutôt en faveur du grand compte qui va développer le projet. Je dis ça, c'est ce que je crois. Après, je ne sais pas, peut-être que les choses se défendent, mais il y a une vraie question autour de la propriété intellectuelle de ces projets-là. La question de l'ouverture, on peut se poser des fois la question à qui profite l'ouverture aujourd'hui, mais je trouve le projet passionnant. Il y a vraiment de la R&D. Après, vous avez aussi Wikispeed, un projet de voiture ouverte. Comme ça, je vous lance un peu les expériences qui ont été menées. Où, durant des concours de voitures, je crois que c'est un projet américain, il y a plein de concours de la voiture la plus rapide, la voiture, nanana. Et sur l'un de ces concours-là, quelqu'un a dit moi, je vais proposer une communauté. Donc, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de team sur place. Je vais proposer à la communauté de travailler avec moi sur un prototype de voiture. Et on s'est rendu compte qu'en moins de 3 mois, cette communauté virtuelle était en capacité de développer aussi rapidement l'intelligence qu'une team qui était sur place. Bon, je vous la fais un peu romancer, mais on était vraiment sur ça. On s'est rendu compte à quel point les gens étaient capables de se mobiliser et d'offrir des outils de collaboration très puissants à travers ce réseau-là, et en effet aussi une équipe sur place en capacité de réaliser la voiture. Je vous ai parlé de l'amateur, comment les amateurs se retrouvent sur des plateformes et comment ils abondent à travers différents exemples. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre figure ou d'un autre motif qui est celui de l'artisan. Puisqu'on est amateur, mais en même temps, il y a quelque chose de l'artisan qui revient. On a besoin le fait de penser nous suffit peu, il faut qu'on fabrique. Et là, on a, c'est là où je vais essayer de développer, puisqu'il y a toute une partie
donc je ne suis pas forcément à l'aise, mais sur les études qui ont été faites autour de la question du fer, et qu'est-ce que ça procure. Il y a un constat, c'est qu'il y a une distance qui s'est créée entre ce qu'on consomme et ce qu'on fabrique, ce qu'on fait et ce qu'on consomme. Et donc on a été écarté de notre capacité à penser qu'on était en capacité de faire. C'est ce qu'on remarque la plupart du temps. Donc ça, on sent chez les gens qui viennent dans nos lieux des fois l'envie de faire quelque chose, mais cette envie-là, elle est quand même liée aussi à un sentiment qu'on n'est pas sûr, on est d'être en capacité, on ne connaît pas vraiment les matériaux, voilà, il y a une sorte de malaise, ou en tout cas de fragilité par rapport à l'action de faire. Et plusieurs études ont montré que, en effet, la question du fer, évidemment, ça crée ce sentiment cette sentimentalité par rapport à l'objet. Ça crée évidemment une capacité à se reconnecter socialement. Et puis, ça permet évidemment de se reconnecter aussi aux matériaux. Et on voit à quel point, pour certaines personnes qui peut-être se sentaient pas forcément à l'aise, ça va être une capacité réelle à redonner un sentiment de responsabilité et de contrôle. Voilà pour la partie psychologique de mon exposé. Et donc, en effet, on retrouve cette notion d'artisan. Alors, c'est un peu maladroit. Hein, peut-être que je vais ramer pour pouvoir revenir sur mon rôle d'artisan, parce que ce que je pourrais évoquer tout de suite, c'est le livre de Branford sur la question, c'est l'éloge du carburateur. Des gens ont lu ici l'éloge du carburateur, ouais. Donc voilà, éloge du carburateur, c'est pareil, c'est un peu bon, je crois que c'est un bouquin qui a très très bien marché aux États-Unis et je crois qu'il a été aussi pas mal lu par les gens qui s'intéressent aussi un peu à ça. Ce monsieur-là, et puis je vais commencer directement par ça. Ce monsieur-là il avait un think tank à Boston, grosse affaire. Hein, donc, si je me rappelle bien, son boulot c'était expert. Plus ou moins, il bossait pour des grands comptes qui vendent du pétrole en disant bon, le pétrole, c'est pas si méchant que ça. Enfin voilà, il développait un ensemble d'études. Il avait une sorte d'énorme think tank qui lui permettait de prospérer. Et puis je crois qu'il a écrit des choses pas inintéressantes. Et à un moment, il s'est dit stop. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Il a commencé à faire. Il s'est dit j'arrête tout et je monte un garage de moto. Et donc il est parti. Il a fait son garage, il a fait son garage de moto, il a écrit ce livre-là. Et donc, ce qu'il va analyser, c'est qu'il fait une analyse critique du travail et du décalage persistant qu'il existe entre le développement professionnel et personnel, la paupérisation de l'intelligence. Donc, combien de fois on a vu, nous, des ingénieurs arriver chez nous, des gens qui étaient... ça pourrait être d'autres... mais j'ai en tête quelqu'un qui était chez France Télécom, chez Orange, et qui dit, mais c'est terrible pour moi parce que... je sors d'une école d'ingénieur, donc c'est les gens à qui on apprend à être curieux, à être inventif. Il dit, mais toute ma vie, je n'ai utilisé que maximum 5% de ce que j'étais en capacité de faire. Voilà. Et on m'avait mis à un endroit et j'en suis jamais sorti. Et ça m'a rendu très malheureux. Alors, c'est un exemple, tout le monde n'est pas malheureux dans son travail, mais certains le sont. Et c'est ce que Crawford développe dans son argumentaire. Il parle aussi du morcellement des savoirs et des savoir-faire, donc ce découplage-là. Et puis il analyse aussi la mutation de notre rapport au travail, qui s'est profondément transformé avec l'organisation du travail, évidemment, avec Taylorisme, Fordisme, et puis le développement massif des emplois dans le tertiaire. C'est-à-dire qu'évidemment, le col bleu, finalement, a disparu. Et on voit bien que les ateliers se sont vidés. Et le sens du travail qu'on y produit aussi, à ce moment-là. Donc on voit bien que tout doucement se profile ce souci-là de construire une pensée, mais surtout en animant la question de la main et du faire. Vous avez un autre ouvrage aussi, donc peut-être d'autres personnes l'ont lu, là, qui est Richard Sennett, sociologue, qui écrit Ce que c'est la main, qui, pareil, dénonce ce découplage et j'allais dire nous vend pas, mais nous propose une figure qui n'est pas la figure de l'artisan au fin fond de son atelier, mais qui est l'idée de l'artisan comme processus, comme mode de vie. Et artisan, celui qui va penser de l'idée à l'objet, et celui qui...
celui qui va sur le projet, celui qui va avoir le goût des choses bien faites. Et il va évoquer l'artisan, aussi bien le médecin, l'infirmière, que finalement un parent. Voilà. Je crois qu'on n'a plus d'image à l'écran. Ça va revenir. Donc voilà, ouais, artisan numérique. Donc on a tout doucement se dessine en effet cette figure de l'artisan. Figure de l'amateur, donc couronnement de l'amateur, figure de l'artisan. Donc on a comme ça une sorte de tension à deux endroits différents. C'est exister, c'est penser global et fabriquer local. Il y a cette sorte d'articulation qu'on voit dans les makerspaces. Donc les makerspaces, pour nourrir cette notion d'artisan, on va développer donc, des différentes stratégies. Ça va être en effet éviter de venir avec son pédigré. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est dans les bureaux d'études? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est un manuel? La plupart du temps, on trouve quand même des gens qui sortent qui sont plutôt des cols blancs, hein, qui viennent dans nos ateliers, mais pas uniquement. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Évidemment, toute une stratégie pour apprendre les outils, les matériaux, et puis un ensemble d'ateliers qui vont proposer l'accomplissement l'accomplissement de soi, par la réparation, par la socialisation. Une chose qui est intéressante, c'est la notion de convivialité dans nos espaces. Et je vous renvoie peut-être aussi à un personnage que je trouve intéressant, qui est Ivan Illich, qui parlait des outils conviviaux. Voilà. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que nos outils, est-ce que ces lieux-là sont des outils conviviaux ou non conviviaux? On pourra en reparler. Voilà, figure de l'artisan. Je vous ai mis cette image-là parce qu'à un moment donné, je voulais vous parler, mais je ne le ferai pas. Sur cette tension-là entre cette nostalgie, parce que les Anglais appellent les folks, voilà, les politic folks, ce sentiment de retour à la terre, ce besoin qu'on a de se rappeler au bon souvenir de William Morris et John Ruskin, de se dire les machines, c'est bon, il faut que la main revienne. Donc il y a ce mouvement-là qui est très présent dans le mouvement maker, et en même temps, une sorte de pas glorification, mais on est complètement aspiré par cet élan technologique. Et il y a ce tortillement un peu qu'on a aujourd'hui dans ces lieux-là, où en même temps on ne sait pas trop bien ce qui va se passer. Et ça pose pas mal de questions. Et vous allez voir, c'est aussi une des spécificités de ce mouvement-là. C'est que, à différence de tous les autres mouvements qui sont rentrés en réaction avec l'industrie, et souvent la question de la machine, l'industrialisation, et toute la culture et l'ordre industriel, et le mouvement maker, en effet, à certains endroits, vient en gras de poil, mais sur la question de la technologie, c'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à mettre en avant. Donc ça, c'est une des spécificités. Donc il y a cette tension-là. Donc le premier, c'est Makerbox, un des projets auxquels on participe. C'est vous avez une box, c'est votre anniversaire, vous êtes content. Tiens, j'ai 3 heures à perdre samedi et je vais aller faire ma chaise. Donc il y a plein de makerspace. C'est un projet qui réunit, c'est un projet un peu collaboratif, donc de fabrication distribuée où vous pouvez venir fabriquer ce qui se fait. Donc ça va de la chaise jusqu'à la bière, puisque je ne sais pas si on fabrique de la bière ici, mais à Paris, il y a un grand engouement autour de la bière. Voilà, alors elle n'est pas forcément très bonne, celle qu'on fabrique, mais les gens sont vachement contents de la faire. Et c'est un des projets qui marche le mieux, je crois, dans la Makerbox. Et puis le projet Galiléa, donc c'est le projet drone qui est né à Lyon. Donc c'est des gens qui sont intéressés à un énorme robot qui fabrique du mobilier. Et leur projet, c'est qu'il n'y ait plus personne dans le magasin. C'est que vous venez, vous appuyez sur un bouton, comme dans des grandes enseignes de restauration rapide. Vous faites tac, 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 je veux une chaise, et puis vous avez cette énorme main qui va travailler. Je pense que c'est une installation, un dispositif artistique magnifique. Après, ce que ça convoque, c'est intéressant aussi à l'étudier. Voilà. Pour l'image. Donc là, je vais passer à la 3e partie, et je reprends un petit verre d'eau. Quoi, No Passaran? C'est quoi ce qui est marquant tout en bas, artisan?
Fixer, fabriquer, non, penser, fabriquer, ouais, toujours pareil, hein, penser, fabriquer, penser, fabriquer, penser, fabriquer. Ok. Bon, je me permets aussi, je fais mon mea culpa. J'imagine que vous avez des gens qui ont très bien articulé de la pensée durant les autres interventions. C'est vrai que je vous envoie comme ça plein d'informations, petites informations. C'est aussi parce que voilà, je fonctionne comme ça et voilà. Donc j'espère que si vous avez des choses, des fils que vous voudriez, ou en tout cas des choses que vous voudriez développer avec moi, n'hésitez pas. On pourra, vous aurez mon mail et puis je pourrai vous donner aussi la littérature là-dessus. Voilà. Donc là, ce que je vais essayer sur la question de l'apprentissage par le faire, puisque finalement on a beaucoup parlé de ce mouvement maker, on a parlé de son histoire. On n'a pas forcément beaucoup parlé d'apprentissage parce que je ne savais pas trop comment en parler. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais leur donner des cas. Et le premier cas, c'est celui d'un garçon qui s'appelle Nicolas Huchet et qui a eu la mauvaise idée de perdre un bras quand il avait 18 ans et qui a eu la bonne idée dans les années, je crois, 2000, 2012, 2013, d'ouvrir la porte d'un Fab Lab à Rennes et de se dire, j'en ai ras-le-bol de ma prothèse qui n'est pas très confortable et j'ai envie d'imaginer les possibles pour une prothèse bionique, une main biotechnologique. Lui, comment il appelle ça? Il appelle ça une main. Je ne l'ai pas devant les yeux. Polydigital, voilà, une main bionique. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, on va se rendre compte qu'un des premiers éléments qui favorise l'apprentissage, à partir lui, il n'était pas du tout technicien, c'est une communauté bienveillante et très curieuse. Puisque lui va dire, il me dit, qu'est-ce qu'il va nous dire Nicolas? Il va nous dire quelque chose que je trouvais assez amusant. Il dit en gros, je ne trouve pas la phrase, mais il dit en gros, généralement, avant, j'ai toujours été l'homme à qui il manquait une main, et là, avec ces gens-là, je suis l'homme qui veut fabriquer une main. Ou qui veut fabriquer une main technologique. Et d'un coup, on se rend compte que ce premier élément convoque naturellement à participer pour son projet, mais aussi dans la communauté, et pouvoir partager après ce qui sera développé. Donc Nicolas ouvre la porte et se dit comment on peut faire. Les gens lui disent c'est simple, il va falloir que tu apprennes à utiliser une imprimante 3D, parce que ta main, il va falloir qu'elle se consulte de matière. Il va falloir que tu fasses de l'électronique. Électronique pas simple, t'inquiète pas, on va s'arranger, on va essayer de trouver. Et si on n'a pas les compétences, il y aura d'autres endroits où on pourra. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc sur la question de la main, qui est quand même un élément très complexe mécaniquement, sur place, ils ont, j'imagine, essayé de trouver des dessins, de dessiner la main, et ils se sont rendus compte que sur une plateforme, donc on parlait de plateforme, WikiHouse, RepRap, Instructables, ils sont retrouvés sur une plateforme qui est Thingiverse, qui est une plateforme dédiée aux objets. Alors, qui connaît Thingiverse? Ici, non, personne? Thingiverse, voilà. Et donc une plateforme qui appartient à un grand groupe, mais on trouve pas mal de choses. Et des artistes, pas uniquement, mais entre autres des artistes développent des dessins et les mettent à disposition. Donc vous faites clic gauche, ça m'intéresse, clic droit, je télécharge, et vous avez le fichier à imprimer, pré-imprimé. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et il a récupéré le dessin de Gaël Langevin, donc un sculpteur parisien qui adepte du libre, qui a mis à disposition cette main-là. Donc c'est la main que vous voyez moyennement. Voilà, donc première chose qu'il a récupérée. Ensuite, ils se sont dit, on a cette main-là, comment on va l'articuler? Donc ils se sont dit, un peu de fil de pêche, une ancienne boîte Nesquik pour pouvoir intégrer l'électronique. Bon, voilà, ils ont commencé, et c'est le projet de Bionic Hand a commencé à ce moment-là. Et ils se sont dit, c'est bon, on n'est pas mauvais, mais il manque quelque chose. Et assez naturellement, ils ont commencé à lancer le projet, et une grosse communauté s'est mise autour du projet. On a eu deux autres éléments, enfin deux autres projets qui ont commencé à voir le jour et qui ont intégré ce projet global. Donc le projet de Joël Guibart, étudiant britannique, et puis du chercheur japonais, enfin de plusieurs chercheurs japonais sur le projet EXI. Donc l'enjeu, c'était de fabriquer une main bionique. Ce que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est quand même
une main, ces mains-là existent, mais elles coûtent entre 20 et 60 000 euros. Donc, évidemment, Nicolas dit c'est un peu cher pour moi. Je voudrais que cette main-là coûte moins de 1 000 euros. Donc c'était aussi un des challenges. C'était un petit détail qui me paraissait important quand même à repréciser. Et on a donc une communauté bienveillante sur place qui va accompagner le projet, qui va l'aider à comprendre comment fonctionne l'imprimante 3D, qui va l'aider à comprendre comment fonctionne ce dont je vous parlais tout à l'heure, les petits microcontrôleurs Arduino. Quand il fait chaud, alors là où par exemple, quand je touche quelque chose avec le bout du doigt, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être le mouvement de préemption. Le pouce arrive et je vais pouvoir prendre quelque chose. Donc ces cartes de contrôle-là qu'on trouve et qui coûtent quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros, mais c'est quelques dizaines d'euros, eh ben, je vais pouvoir en acheter une, la programmer, puisque tous les tutoriaux sont en ligne, et je vais pouvoir construire ma main. Et puis après, tous les réseaux sociaux qui vont permettre d'augmenter le projet, et aussi de l'augmenter pas uniquement avec la communauté technique, mais aussi avec la communauté de gens et de lieux liés au handicap. Donc je sais que l'un des projets, je ne sais pas si aujourd'hui ça fonctionne, mais il avait ce souci, Nicolas, de présenter son projet et de développer son projet avec toutes les maisons de rééducation de la région rennaise. Je regarde du côté vers le fond. Est-ce que tout ce que je raconte est à peu près juste, Julien? Sur Nicolas Huchet? Parce que j'ai l'impression que... D'accord. Ouais. D'accord. Google est très gentil, il faut le savoir. Et une chose amusante, c'est qu'il a quand même ouvert la porte du Fab Lab fin 2012, début 2013, et qu'en 2015, il était récompensé par le MIT comme le projet innovant. Donc, évidemment, on a toujours besoin quand même de belles histoires pour pouvoir vendre une cause, la cause des makers, évidemment. Voilà. Donc Nicolas, très beau projet, et puis finalement, oui, je trouve que son parcours est assez intéressant, puisqu'il raconte aussi ces lieux et leur utilité. Donc pour résumer sur la question de l'apprentissage, c'est communauté bienveillante, créative, curieuse, levée de conception globale, développement de fabrication locale, apprentissage de pair à pair, donc cette fameuse horizontalité, autonomie, horizontalité, validation des compétences dans le temps. Ce qui est intéressant aussi dans un lieu, c'est que vous allez vous organiser votre temps. Donc c'est pas un cours où il faut être là tous les lundis soirs, ça peut, mais dans son cas ça l'était pas. Donc il y a une forme de flexibilité de l'atelier. Et puis voilà, pour ce premier cas de figure. Je sais pas combien de temps il reste. Est-ce qu'on est... Ouais, d'accord. Bon, on va en faire deux autres. Je vais en faire un qui s'appelle Recyclab. C'est juste en dessous. Recyclab, c'est un tout petit projet qu'on a monté avec Emmaüs. Donc l'idée, l'idée au départ, c'est de se dire Emmaüs récupère énormément de mobilier, des fois de très très bonne facture, mais 30% sont balancés et des fois c'est très beaux objets qui sont jetés. Il manque un pied, il manque un tiroir, et ça part. Donc on a essayé de travailler avec les salariés d'Emmaüs Défi. Donc je trouve que c'est peut-être la différence entre Emmaüs Communauté et Emmaüs Défi. Bon, à chaque fois, c'est quand même des gens qui sont en dehors de certains circuits, donc qui arrivent là. Et en gros, Emmaüs Communauté, c'est des gens pas de salaire, mais vont avoir un toit et vont faire vivre la communauté en ayant une activité. Emmaüs Défi, c'est de réintégrer ces personnes-là en ayant un salaire et pouvoir après, évidemment, développer leur vie personnelle. Comme tout le monde, mais ça reste toujours des personnes assez fragiles. Et donc c'était de proposer à ces gens-là de récupérer donc, des mobiliers de bonne qualité, donc définir ce qu'était un mobilier intéressant, et de créer un événement mensuel qu'on appelait Recyclab, où on allait essayer de upcycler, de transformer le mobilier pour après le réintégrer dans le circuit de vente Emmaüs Défi. Évidemment, tout ça c'était prétexte aussi pour apprendre à utiliser les machines, à la commande numérique, de la conception à la fabrication. C'était aussi prétexte à mixer deux types de publics
puisque ces sortes de hackathons, ces temps assez courts, événementiels, il y avait salariés Emmaüs, mais aussi des gens du quartier, et généralement, c'est plutôt CSP++ qui venaient pour pouvoir vivre l'artisan d'une journée. Et donc cette communauté-là développait des stratégies de transformation et de fabrication avec ce mobilier-là. Et généralement, le mobilier réalisé était revendu quasiment le samedi suivant. Donc c'était très intéressant en termes d'apprentissage. C'était de se dire, est-ce que sur un événement court où personne ne se connaît, avec des techniques qui ne sont pas forcément bien maîtrisées, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? On s'est rendu compte que l'un des moteurs très forts, c'était faire du beau, c'est-à-dire créer des objets désirables. Il ne fallait pas uniquement réparer, il fallait vraiment que ce soit des objets désirables. Donc on a souhaité mettre au cœur du projet des designers. Et de plus en plus, on oblige les designers à développer une compétence qu'ils n'ont pas naturellement, qui est celui de la performance. C'est performer. C'est cette capacité à dessiner et en même temps accompagner des publics et pouvoir finalement tenir sur une journée, alors des fois ça peut être plus court, mais un rythme qui va donner envie. À la fin, on a un bel objet et on crée un rythme. Donc ce qu'on peut dire sur cette expérience-là, c'est que, toujours pareil, on a une communauté qui est une communauté bienveillante autour du projet. On va avoir le souci du bel ouvrage, donc que l'objet soit des objets manifestes, un bel ouvrage, qui est une agilité dans l'organisation grâce à la stimulation d'événements. C'est-à-dire que le projet, alors c'est peut-être moins le cas sur des lieux comme à plateforme, quoique je ne sais pas. Il s'avère que nous, on avait choisi notre lieu aussi en fonction de l'endroit où il se trouvait dans le 104. On voulait que ça soit aussi un espace visible de l'extérieur. Donc on est sur d'immenses baies vitrées. Parce qu'on s'est rendu compte que la transmission, le faire ne passait pas forcément par la manipulation, mais aussi par l'observation. Et la question de mettre en scène, pas par coquetterie, mais avait aussi un impact dans l'apprentissage. Et on s'est rendu compte même qu'il y avait des gens qui pouvaient des fois être en recul sur certains de nos ateliers, être de très très bons, une vraie capacité à transmettre l'information par la suite, même si elle n'est pas directement manipulée. On sait pas. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour en gros de ce qui pouvait être la spécificité de cet atelier-là. Voilà. Le dernier, donc je vais finir, c'est la Fab Academy. Alors la Fab Academy, vous connaissez la Fab Academy, j'imagine. Donc c'est le World Wide Man, c'est l'énorme formation, c'est un peu c'est le Harvard des makers. C'est en gros, je rigole, comme ça je joue un peu là-dessus, mais il s'avère que je l'ai fait. Enfin, en tout cas, je me suis testé. Parce que je voulais voir comment ça fonctionnait. Je vous ai parlé d'un personnage qui s'appelle Niels Gershenfeld, donc à MIT, qui a lancé plus ou moins le mouvement des makers, enfin en tout cas qui l'a popularisé. Et ce monsieur, avec toute la communauté qui est autour aujourd'hui des Fab Labs, a décidé, et je pense que c'est une bonne idée, de dire il faut qu'on développe des valeurs. Et ces valeurs-là, on va essayer de les développer aussi, les transmettre par le faire. Et pour qu'on puisse le faire, on va essayer d'imaginer un principe un peu comme celui du compagnonnage. Vous allez avoir un maître, moi, Niels Gershenfeld, et puis quelques amis. Mais bon. Et puis après, avec des compagnons qui vont venir dans différents lieux de fabrication. Donc ça peut être à Plateforme C, ça peut être aux Arcodés, Nouvelle Fabrique, et qui, durant 6 mois, vont nous accompagner pour développer un projet. Et ces 6 mois-là vont être organisés par modules. Et ces modules-là sont des modules d'apprentissage. Chaque semaine, durant les 6 mois, vous allez essayer de monter en compétences.
Donc une compétence qui va être apprendre à programmer une carte Arduino, la petite carte dont je vous ai parlé. Donc pendant toute une semaine, il y a une petite communauté qui va se retrouver dans le lieu, avec le compagnon qui n'est pas forcément d'ailleurs du lieu, mais qui a un ancien fab académicien, qui va venir aider à valider les 19 compétences et puis le projet final. Et donc chaque semaine, vous allez avoir un nouveau cours qui va être proposé. Donc ce cours-là, c'est un cours qui va être un magistral de Niels Gershenfeld, généralement c'est le mercredi, et qui va proposer toutes les stratégies pour pouvoir bien réaliser sa compétence. Ce cours magistral, généralement, il est suivi, ou il est précédé, d'une revue de tous les gens, donc un peu partout dans le monde. Donc vous allez avoir une sorte de roulette, puisque tout le monde est... Alors, oui, le dispositif, c'est que tout le monde est face à un écran. Vous voyez un ensemble de labs qui sont connectés les uns aux autres, donc tout le monde se voit, tout le monde s'entend. Donc on s'arrange pour que tout le monde coupe le micro lorsque Niels parle ou quand son interlocuteur parle. Et vous allez avoir donc cette revue de différents projets. Donc hop, Vincent. Et ben Vincent, tu vas nous parler de ta compétence au numéro 13. Comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as réussi? Donc là, je me dis, il y a peut-être 20 000 personnes qui sont en train de me regarder, qui vont savoir ce que j'ai fait pour cette compétence-là. Donc généralement, la compétence, elle est associée, donc c'est par exemple, si ça va être fabriquer un objet, l'art budget par exemple, et ben, je vais expliquer tout l'enjeu, c'est à chaque fois, c'est de décrire, c'est de faire la notice de ce qui s'est passé durant cette semaine-là. Comment est-ce que tout décrire, voilà. Qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, donc ce que je veux décrire à tout le monde, à ces 20 000 personnes. Et puis Niels va dire, et ton projet, alors comment il avance? Donc au bout de 6 mois, mes compétences m'ont amené à créer mon ouvrage d'art, donc à mon diplôme. Donc c'est là aussi on revient à ce motif, et on revient à la question de l'artisan aussi, à ce motif du compagnon et du compagnonnage, qui va me permettre de dire, ben voilà, j'ai réussi. La qualification, la certification à la fin, c'est l'accumulation des notes, en gros, acquis en cours d'acquisition ou acquis. Donc, si dans des enfants, j'ai un enfant qui a 8 ans, donc et ben, c'est un peu comme ça. Et à la fin, on dit si vous êtes certifié ou pas. C'est une importance, c'est qu'après, c'est à vous de repartir sur d'autres territoires pour aller je ne vais pas dire la messe, mais pour pouvoir aussi accompagner d'autres apprentis sur d'autres endroits. À chaque fois, je souris et je m'amuse de ça. C'est pas parce que je trouve ça très intéressant. Voilà, le mode d'organisation, je trouve ça très enrichissant. Moi qui me suis ennuyé très longtemps à l'école, j'ai fait des longues études de droit où je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et je me dis, je me suis bien plus reconnu dans ce type d'approche-là, avec ce sentiment aussi d'embrasser un peu le monde. Donc j'avais juste avant moi, il y avait un Chinois qui allait s'exprimer, après il y a un Vénézuélien, et donc on a un sentiment d'appartenir. Le fait de pouvoir organiser son temps, la possibilité aussi de revenir sur des compétences que j'aurais pas eues. Donc voilà, on peut s'organiser comme on veut. Et ça me plaît pas mal. Après, ce qui pourrait peut-être me faire sourire, en effet, c'est peut-être ce souci permanent de ce show-off qu'on peut avoir, voilà, autour de la formation. Généralement, les 6 mois de formation se finissent par ce qu'on appelle une grande rencontre dans une ville. Donc là, cette année, c'est à Shenzhen. Donc c'est Fab 12, où tous les makers du monde entier vont se retrouver. On va parler de cette fameuse ville. Alors Shenzhen, c'est vraiment la ville de l'électronique au monde. C'est toutes vos cartes de contrôle. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et ils veulent sortir du monde de la fabrication et devenir aussi un peu une ville créative. Donc il y a énormément de compagnies qui sont là-bas. Et donc tout le monde va se retrouver là-bas. C'est intéressant en soi. Bon, il s'avère que c'est pas dans ma culture de suivre des grands mouvements comme ça sur ça. Cela dit, en termes d'apprentissage, j'ai trouvé ça et je trouve ça très intéressant. Et on retrouve ça, donc ce couplage entre créer une communauté locale qui va suivre un ensemble de cours, ou en tout cas d'exposés d'éléments qui sont distribués à l'échelle globale. Voilà, j'avais fait aussi un cours sur le design thinking comme ça qui était aussi très intéressant, où les gens se retrouvaient là-dessus. Voilà, donc c'était un peu les trois
Ça, c'est Fab Academy. Voilà la page, vous pourrez aller faire un tour. Et puis après, il y avait un dernier exemple qui était avec le CNFPT, avec qui on a une expérience de 2 ans qui était aussi assez enrichissante. Pour conclure, j'aurais envie de vous dire, allez dans ces lieux-là. Faites l'effort d'aller peut-être demain tester ce qui va se passer durant l'atelier. Et puis la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on transmet dans ces lieux-là. Voilà. Je parlais tout à l'heure de la tension entre le robot et l'artisan. Donc cette tension-là qui est palpable. Je pourrais parler aussi de cette tension entre qu'est-ce que c'est que de devenir très autonome, qu'est-ce que c'est que cette hyper-horizontalité, qu'est-ce que c'est que ce souci qu'on a aujourd'hui de couper les intermédiaires, ou ce manque de confiance qu'on a dans les intermédiaires. Donc, et ça pose la question des organisations, ça pose des questions aussi de démocratie, voilà, tout simplement, des choses qui nous intéressent, qui ne sont pas directement liées à la question d'apprentissage et qui pourtant sont des éléments qu'on étudie de près. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite de vous revoir demain matin si vous êtes maker. Merci. Donc on a le temps d'échanger quelques questions-réponses. Voilà, donc souhaitez-vous apporter des commentaires, poser des questions, revenir sur certains des exemples qui ont été évoqués? J'ai une question qui concerne, parce qu'en fait, d'après votre expérience, on a donc il y a des personnes qui viennent, finalement faire quelque chose. Donc, par exemple, une chaise, vous l'avez expliqué. Et donc, comment se fait ce passage entre, finalement, on fait quelque chose, on fait un objet ou on refait, et puis le fait qu'on partage un objectif plus global ensemble. C'est-à-dire qu'on peut être plusieurs à s'intéresser, évidemment, à faire une chaise, mais on voit bien que derrière tout ça, il y a quelque chose qui est beaucoup plus global, qui ressort d'un autre modèle, et donc on passe à un manifeste. Mais comment se fait ce passage? Autrement dit, comment est-ce qu'en faisant, dans un espace de coworking, on découvre qu'on partage quelque chose de plus global? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des personnes, des accompagnateurs, animateurs, tuteurs qui aident à ça? Ou est-ce que ça se fait de façon complètement spontanée, inorganisée? Alors théoriquement, généralement, on passe déjà. C'est le moment de conception qui nous rend acteurs du monde, ou en tout cas acteurs de ce collectif-là. Finalement, c'est là où on transpire le plus, c'est concevoir. Et c'est là qu'on va se dire, si j'allais copier. Au départ, on copie, et on se rend compte qu'il y a des gens qui ont passé des heures et des heures à concevoir pour partager. L'exemple de la main. Intéressant. Et ce sentiment-là, à un moment donné, de dire ok, je vais prendre, mais si je prends, je vais peut-être donner. Alors soit en effet il est accompagné par quelqu'un dans le lieu en disant tu prends, tu vas premièrement dire merci, mais en tout cas commenter, dire voilà, chose intéressante, peut-être te dire comme tu n'as pas passé les 80 heures à développer ce projet-là, tu peux peut-être en passer 10 à améliorer et à documenter ça. Donc cette idée-là de toujours augmenter le projet, c'est en effet souvent le compagnon, j'ai parlé du compagnon, mais en tout cas du fab manager, de proposer, de le suggérer. C'est jamais une obligation, mais c'est souvent le cas. Mais la question du libre, elle est intéressante sur la question des objets, parce qu'on fait presque instantanément ce rapport entre open source software, open source hardware. Mais il y a une grosse différence, et c'est le juriste qui vous parle. C'est que quand je suis sur un logiciel, j'ai fait mon logiciel, vous le voulez, je fais clic droit, copier, je vous l'envoie. Ça rappelle les objets non rivaux. Voilà. Je vous l'ai envoyé, mais il est toujours à moi. Enfin, je l'ai toujours. Quand je fais une chaise, c'est pas le cas. Si je fais la chaise que je voulais avant, j'ai plus ma chaise. Et c'est une grosse différence. Et c'est vrai que... alors je dévie un peu peut-être de la question, mais ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que les enjeux dans le software, la démonstration en gros, j'ai une vraie capacité à développer du contenu, d'intelligence,
les enjeux ne sont pas les mêmes et les fils historiques, la mémoire des projets n'est pas la même non plus. Quand je vous vends ma chaise, je vais pas... son économie au sens large, hein, pas uniquement monétaire, mais son économie, c'est aussi de faire vivre le projet avec le logiciel. Le logiciel, sa survie, c'est uniquement de l'augmenter en permanence. Une chaise, je vais avoir du mal à vous vendre qu'il va falloir l'updater, l'augmenter. Oui, donc chaise prétexte. Voilà, chaise prétexte, en effet. Merci. Ça se fait en américain, mais ça se fait des fois là, quand il y a des bons accents. Hein. Ça peut se faire aussi en chinois, ça peut se faire ça peut se faire. Et moi, les accents les plus, je rigole parce que c'est vrai que ça, c'est une chose amusante pour l'avoir expérimenté, c'est que des fois, on se dit, mais on est pendant 1h30 à entendre une sorte de grésillement au fin fond, on ne sait pas où. Donc, on a des fois des problèmes de communication importants. Ils sont en train de se résoudre, hein, puisque les réseaux sont de plus en plus. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose auquel je ne suis pas naturel de ces multi-écrans. Et en même temps, au final, on s'y fait. C'est-à-dire que vous allez avoir plein de vignettes partout comme ça, et des gens qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont dans le lieu, dans l'atelier, plus dans leur atelier. Donc vous voyez les ateliers des autres. Hein. Il y a un atelier qui est magnifique en Norvège, au fin fond de nulle part. L'impression, on ne sait pas trop si c'est une auberge ou si c'est un Fab Lab. Hein. Mais ouais, donc tout se fait en anglais. Et des fois, c'est pas forcément aisé parce que. Mais il y a ce qu'on appelle le globish, qui est une sorte d'anglais qui permet de globalicher et de se comprendre les uns les autres. Voilà, donc ça se fait assez facilement. Il y a des gens qui ne sont pas forcément très compétents en anglais, mais qui se débrouillent très bien. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, avec l'augmentation de l'intelligence artificielle, comment vous envisagez l'avenir des Fab Labs ? Alors, je vous engage à lire un livre qui pose la question du futur, parce que je voulais faire une conclusion tout à l'heure sur la question de l'accélérationnisme. Il y a un manifeste accélérationniste, vous connaissez, non, peut-être, qui dit en gros, on arrête de jouer les gens au retour à la Terre, et maintenant, si on veut vraiment couper l'herbe sous le néolibéralisme, il faut qu'on aille plus vite, et il faut qu'on robotise tout. Et donc la question de l'intelligence artificielle, la question des robots, la question du travail. Est-ce qu'on a besoin de travailler demain, réellement, pour être des progressistes ? Peut-être que pas, hein, peut-être qu'on doit faire autre chose. C'est des questions qui se posent. Donc la question de l'intelligence artificielle, évidemment, c'est des choses qui sont nourries dans nos lieux. Alors évidemment, on voit bien que tous les... où est-ce qu'on était ? Il y a le synchrotron vers Paris, à Saclay, où ils ont une sorte d'énorme Fab Lab. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'intelligence artificielle, mais on voit bien qu'il y a des sujets de pointe qui sont développés en ces lieux-là. Oui, évidemment, c'est des sujets très intéressants. Mais pareil, c'est toujours cette question-là qui est très intéressante, c'est que quels sont les idéaux, qu'est-ce qu'on porte dans ces lieux-là ? Est-ce qu'on porte un mariage heureux entre retour à la Terre et puis et technologie ? C'était le sens de la question, de savoir si vous estimiez que c'était quasi dichotomique. Moi, en tout cas, c'est une articulation, une dialectique que je trouve intéressante. Et qui fait pas mal de bruit, en tout cas, qui est pas forcément dans le milieu maker, mais dans le milieu artistique, ou il y a des amis à moi, les bureaux d'études, et puis Ewan Chardronnet, qui ont un journal, qui est une sorte de monde diplomatique, mais pour... voilà, il s'appelle Planète Laboratoire, et un jour il titrait, c'était Pourquoi travaillons-nous à notre obsolescence ? Et je trouve ça assez intéressant, parce qu'il pose la question des machines. Et il y a tout un mouvement comme ça qui pose la question d'un futur non conforme, qui, à mon avis, a tout son sens dans ces lieux-là. Voilà. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, peut-être pour rebondir, je disais la grosse différence, en effet, avec tous les mouvements avant, oui, j'ai déjà dit, donc je vais me répéter, c'est que oui, il y a cette culture-là de la technologie, et des fois pour la techno. Et on ne se rend pas compte de ce que ça sous-tend. Et quand Google s'intéresse à la main bionique, c'est parce qu'ils sont sympas. Mais aussi parce que peut-être qu'on participe à ce mouvement-là, mais peut-être pour le meilleur. Voilà. Oui, il y a une question qui se pose actuellement sur le numérique en général. En Californie, ceux
en Californie, En Californie, ouais, Californie. ceux qui inventent le numérique, c'est un peu le cerveau du monde, ils envoient leurs enfants dans des écoles Montessori. traditionnelles Ah oui. où la main est importante pour écrire. Ils ont découvert peut-être que c'est le retour à la main, que la main qui écrit est très créative pour l'intelligence de l'enfant. Voilà. Et ça pose une question. D'ailleurs, vous avez évoqué les compagnons du devoir, que je connais bien. J'ai visité le musée à Tours. C'est très intéressant, ce compagnonnage. Et là, la main est très performante. On appelle les limousinants, c'est-à-dire des cheminées de la région de Limoges, et ils en fabriquent de très belles. Vous voyez, et ça, est-ce que le numérique arrive à supplanter cet art? Vous voyez, parce que moi, ça m'intéresse, si vous voulez, sur le plan ethno-sociologique, parce que c'est mon métier. Et ça pose des questions, par exemple, mettre le numérique dans toutes les écoles en France, on aura là un problème énorme. J'ai discuté avec une chercheuse CNRS sur ces questions-là, et on développerait une culture binaire, vous voyez, et sans les nuances entre le oui et le non. Vous voyez, ça pose des questions éthiques. Ouais, je vois le travail de Serge Tisseron, que vous devez connaître, qui a posé la question aussi de l'écran, de l'apprentissage. Voilà. Comment est-ce que les outils nous enferment aussi? Je parlais d'Yves Vanelli sur la question des outils conviviaux, non conviviaux. L'outil numérique aujourd'hui nous enferme aussi dans des usages de ses fonctions. Et ça paupérise aussi notre capacité à créer. Ça, c'est une évidence. Enfin, c'est une évidence. Je ne sais pas si c'est une évidence, mais en tout cas, je discutais... je ne sais pas si je tire encore des films, mais avec quelqu'un des Ponts et Chaussées qui développe Design by Data, donc qui développe l'idée que le numérique nous permet finalement, en automatisant certaines tâches, d'aller un peu plus loin dans la fabrication en architecture, d'aller plus loin dans des objets ouverts le plus loin possible, juste avant la construction. Le fait est que c'est le contraire qui arrive, c'est que le numérique, vous avez des industriels qui vont avoir des catalogues immenses de fenêtres, de tables, de chaises, qui finalement vont enfermer les architectes très en amont de la conception dans des impossibilités d'inventer des choses, mis à part des projets manifestes. Et paradoxalement, le numérique, enfin pas paradoxalement, c'est qu'il y a deux voies possibles. C'est qu'en effet, soit ça nous offre plus de temps, c'est-à-dire qu'à automatiser certaines tâches, ça nous offre plus de temps à être ensemble, à discuter, ou soit ça va accélérer le temps et ça va systématiser certaines choses. Parce que il y a presque une schizophrénie à parler d'artisan numérique d'ailleurs, puisque l'artisan c'est la tâche unique et le numérique c'est quoi? C'est la mesure, le calcul, l'automatisation. Donc c'est vrai qu'il y a, et quand vous reposez la question de la main de ces gens-là, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, hein, parce que j'ai entendu aussi qu'ils emmenaient tous leurs enfants à l'école Montessori, qui touchaient des bouts de bois jusqu'à l'âge de 17 ans. Mais il y a une chose est vraie, c'est que je crois qu'il y a une vraie vigilance aujourd'hui sur la question de l'introduction du numérique à l'école. C'est vrai que des fois je suis un peu déprimé parce que je vois même dans les écoles techniques où à un moment on se dit ben, c'est génial, l'imprimante 3D ça va remplacer la fraiseuse, ça va remplacer... et donc tout le monde se retrouve à balancer des machines qui valent une fortune, remettre des imprimantes 3D qui aujourd'hui très honnêtement font pas vraiment avancer. Enfin, il y aura des innovations d'impression 3D, mais c'est pas là que ça se passe. Il y a une philosophe, Cynthia Fleury, oui, Cynthia Fleury, qui a écrit L'homme qui se machinise. Elle développe le fait que nous, avec toutes nos cartes bleues, cartes passes, on délivre énormément d'informations et tout cela est très cumulé dans des grands ordinateurs qui préparent notre consommation de demain. Et elle dit, il y a très peu de choix humains. Voilà, c'est des questions. Bon, Cynthia Fleury, elle a écrit son dernier livre, Les Irremplaçables, qui est très bien. Et enfin,
Et là, ça pose des questions sur notre société, si vous voulez. Moi, je vous engage à avoir un film qui s'appelle World Brain de Stéphane Dégouttin et Gwenola Wagon, qui est passé sur Arte il y a 1 an. Donc c'est un documentaire d'artistes Je sur ces questions-là. je finis, par exemple, pour les écrivains, on travaille sur ordinateur, mais on ne peut plus faire des recherches sur l'auteur. Par exemple, Marcel Proust, on le connaît parce qu'il écrivait tout à la main avec des pattes. Si c'était sur ordinateur, ça aurait été jeté. Donc, c'est privé les chercheurs, parce que les écrivains, c'est aussi la société. Vous avez quelque chose de très important, c'est la question. Les algorithmes aujourd'hui ont une capacité à déformer des réalités. C'est-à-dire vous allez avoir des occurrences par million sur peut-être un footballeur et peut-être aucune. Par exemple, vous avez parlé de Georges Knapp, il y a très peu d'occurrences sur lui, alors que c'est quelqu'un d'important, en tout cas c'est quelqu'un qui a développé certaines choses. On a beaucoup des véhicules électriques qui sont dans différents musées, quasiment aucune... Et c'est vrai que c'est assez terrorisant. J'ai travaillé avec des enfants, avec des collégiens dans le nord, en Ile-de-France, et donc c'était sur la question de la mémoire ouvrière. Et on leur demande d'aller faire des requêtes sur Internet. Et là, c'est vrai que c'est le drame quand on voit leur capacité à aller sur Internet, les occurrences qui arrivent sur Google, évidemment, parce qu'ils vont sur Google, et après, les informations qu'ils vont récupérer. Et on voit des fois à quel point l'information est orientée, et des choses disparaissent totalement. Et ça, c'est une vraie question. C'est comment on arrive à pondérer l'information. Et en l'occurrence, aujourd'hui, Google. Alors, ce qui est amusant, c'est que les gamins pensaient que Google était une sorte que Google était une sorte d'outil étatique. Hein. Ils ne se rendaient pas compte que c'était une entreprise, en fait. C'est amusant. Pendant votre présentation, votre présentation m'a fait penser à une association qui s'appelle l'Outil. Ça marche plus ? Ça marche ? Oui, voilà. Une association qui s'appelle l'Outil en main, qui s'est développée sur toute la France. En fait, ce sont des artisans à la retraite qui vont transmettre leur savoir à des enfants. Donc de la maçonnerie, de la menuiserie, faire des cartes électroniques, etc. Et ça m'a interpellée parce que j'ai eu une conversation récente avec la couturière qui est à côté de chez moi, qui se met à la retraite et qui a tapé à leur porte pour dire voilà, moi je voudrais transmettre mon savoir en couture. Et on lui a fait comprendre que ce n'était pas le lieu. Et c'est vrai que dans votre présentation, je vois beaucoup d'hommes. Voilà. Donc je me posais la question de la place de la femme dans ces lieux. Voilà. Est-ce qu'on est aussi dans le faire ? Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes et qui se renforcent, je trouve, dans ces dernières années entre les garçons et les filles. Donc voilà, je voulais vous interroger sur la place de la femme dans ces Fab Labs. Alors, dans le Fab Lab de Ping, il y a un atelier couture. Et puis je crois qu'il y a pas mal de filles aussi. Hein. La femme manageuse est une fille, mais c'est la question dont j'avais peur. Oui, en effet, c'est un milieu qui est plutôt d'hommes. Nous, on a sur 15 personnes, on a 3 femmes. Voilà. Mais ouais, c'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. Après, on prend les gens qui viennent. Hein. C'est vrai que pour être entouré de gens justement qui vraiment posent la question du genre, mais la question du féminisme aujourd'hui, toutes ces questions-là, c'est vrai que je ne peux pas le cacher. Il y a beaucoup d'hommes. Hein. Très bien, merci beaucoup. Si pas d'autres questions, donc nous allons clore ici. Donc si vous souhaitez poursuivre demain matin différemment, donc en faisant, donc c'est à 9h30 au hangar 30, plateforme C. Voilà, donc avec Ping. Et puis sinon, le prochain rendez-vous pour une conférence, c'est le 31 mai, suivi donc à 18h30 à l'Université permanente de Nantes et donc suivi d'un atelier le lendemain après-midi. Voilà, écoutez, merci pour votre participation et à bientôt.